imaginez découvrir que votre mari de 15 ans partage son lit non seulement avec votre sœur jumelle, mais aussi avec votre cousin préféré. Imaginez que cette découverte se fasse un soir de Noël, devant toute votre famille réunie. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse tout ce que vous pourriez imaginer comme trahison. Vous allez découvrir comment une femme a survécu à l'impensable et comment elle a réussi à transformer sa plus grande douleur en sa plus grande force. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ces histoires de vie vous touchent. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces témoignages qui peuvent éclairer d'autres personnes. Je m'appelle Sophie et pendant 34 ans de ma vie, j'ai cru que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. J'habitais dans une belle maison à Lyon avec mon mari Thomas, un homme que j'avais rencontré à l'université et avec qui j'étais mariée depuis 15 ans. Nous avions 3 enfants merveilleux, Emma, 13 ans, et les jumeaux Louis et Léa, 8 ans. Ma vie semblait parfaite, du moins c'est ce que je croyais. Thomas était architecte, moi j'enseignais le français dans un lycée du centre-ville. Nos fins de semaine étaient toujours remplies de sorties en famille, de barbecue avec nos proches, de vacances en Provence chez mes beaux-parents. Je me souviens encore de ces matins où je me réveillais et où je me disais « Sophie, tu as tout ce dont une femme peut rêver ». Ma sœur jumelle Camille était ma confidente depuis notre naissance. Nous étions inséparables, nous nous appelions tous les jours, nous partagions tout. Elle était célibataire, travaillait comme infirmière dans le même quartier que moi et passait presque tous ses week-ends chez nous. Les enfants l'adoraient, Thomas la considérait comme sa propre sœur. Camille était celle qui gardait les enfants quand nous sortions en amoureux, celle qui m'aidait à préparer les anniversaires, celle qui connaissait tous mes secrets. Et puis il y avait Julien, mon cousin. Fils de la sœur de ma mère, il avait grandi avec nous comme un frère. Julien était photographe freelance, un homme charmant de 36 ans qui avait toujours été le clown de la famille. Il venait souvent dîner chez nous, surtout depuis son divorce 2 ans plus tôt. Thomas et lui étaient devenus très proches. Ils partagèrent la passion du football et passèrent des heures à débattre des matchs de l'Olympique lyonnais. Notre famille était ce qu'on appelle une famille unie. Les fêtes de Noël, les anniversaires, les vacances d'été, nous faisions tout ensemble. Ma mère disait toujours « Vous êtes bénis, mes enfants. Regardez comme vous vous aimez tous. » Et c'était vrai. Du moins, je le pensais. Nous formions un cercle d'amour et de confiance que je croyais indestructible. Thomas était un mari attentionné. Il m'apportait des fleurs sans raison particulière. Il m'embrassait avant de partir au travail. Il me disait qu'il m'aimait tous les soirs avant de s'endormir. Nous avions nos petites disputes comme tous les couples, mais rien de grave. Il était un père formidable, patient avec les enfants, toujours présent pour leurs activités scolaires et leurs matchs de sport. Camille, elle, était ma complice de toujours. Nous portions les mêmes vêtements jusqu'à l'adolescence, nous avions les mêmes goûts, les mêmes rêves. Quand elle avait eu le cœur brisé par son ex-fiancé 3 ans plus tôt, j'avais été là pour la consoler. Quand j'avais eu des complications lors de ma dernière grossesse, elle avait pris des congés pour s'occuper de moi. Nous étions plus que des sœurs, nous étions des âmes sœurs. Julien était notre rayon de soleil familial. Toujours de bonne humeur, toujours prêt à rendre service, il photographiait tous nos événements familiaux gratuitement. Il était l'oncle rigolo que tous les enfants adoraient, celui qui apportait des cadeaux surprises et qui savait faire rire même dans les moments difficiles. Depuis son divorce, il était encore plus présent dans nos vies et nous étions heureux de pouvoir l'entourer. Les soirées chez nous étaient magiques. Nous nous réunissions souvent. Thomas préparait ses fameux steaks grillés, Camille apportait ses desserts maison, Julien arrivait avec son appareil photo et sa guitare. Les enfants jouaient dans le jardin pendant que nous, les adultes, nous parlions de tout et de rien sur la terrasse. Ces moments-là, je les chérissais. C'était notre petit paradis familial. J'adorais mon travail d'enseignante. Mes collègues me respectaient, mes élèves m'appréciaient et j'avais la satisfaction de transmettre ma passion pour la littérature française. Chaque matin, je partais au lycée avec le sourire, sachant que je rentrerais le soir retrouver ma famille aimante. Thomas soutenait ma carrière, il était fier de me voir épanouie, professionnellement. Nos vacances étaient toujours parfaites. L'été, nous louions une grande maison en Bretagne où toute la famille se retrouvait. Thomas, les enfants et moi, Camille, Julien, mes parents, mes beaux-parents, nous étions parfois 15 autour de la grande table de la salle à manger. Les soirées se prolongeaient tard avec des jeux de cartes,
des conversations interminables et beaucoup de rires. Je me souviens particulièrement de notre dernier Noël normal. C'était il y a 2 ans. Thomas avait décoré toute la maison avec les enfants. Camille avait préparé un repas de fête somptueux. Julien avait organisé une chasse au trésor pour les petits. Nous avions tous échangé des cadeaux, chanté des cantiques, et je m'étais endormie ce soir-là en me disant que j'étais la femme la plus heureuse du monde. Pourtant, si je repense à cette période avec le recul, il y avait peut-être des signes que j'aurais dû remarquer. Thomas qui s'attardait de plus en plus souvent au bureau. Camille qui semblait parfois distante au téléphone. Julien qui connaissait des détails sur la vie de Thomas que moi-même j'ignorais. Mais à l'époque, j'expliquais tout cela par le stress du travail, la fatigue, la routine, l'amour aveugle, on dit. Et c'est exactement ce que j'avais. J'aimais tellement ma famille. J'avais tellement confiance en eux que l'idée même d'une trahison ne m'effleurait pas l'esprit. Comment aurais-je pu imaginer que ceux que j'aimais le plus au monde étaient capables de me poignarder dans le dos? Comment aurais-je pu soupçonner que ma propre sœur jumelle et mon cousin préféré étaient en train de détruire ma vie? L'innocence, c'est beau quand on la vit. Mais quand elle se brise, elle fait un bruit assourdissant. Et moi, j'étais sur le point de découvrir à quel point ce bruit peut être douloureux. Ma vie parfaite n'était qu'une illusion, et cette illusion allait voler en éclats d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé à changer au début de l'automne dernier. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation, mais c'était comme si l'air de ma maison avait changé de texture. Vous savez, quand vous rentrez chez vous et que quelque chose cloche sans que vous puissiez mettre le doigt dessus, c'était exactement ça. Thomas avait commencé à travailler de plus en plus tard. Un nouveau projet important, m'expliquait-il. Le client est très exigeant, mais si on décroche ce contrat, ça va changer notre vie. Il rentrait parfois après le coucher des enfants, fatigué, distant. Quand je lui proposais de masser ses épaules ou de lui préparer son plat préféré, il me remerciait distraitement et allait directement sous la douche. Au lit, nous nous éloignions petit à petit. Lui, qui me prenait dans ses bras tous les soirs, se contentait maintenant d'un baiser rapide sur le front avant de se tourner vers le mur. « Je suis épuisée, chérie », disait-il. Et moi, comme une idiote, je trouvais ça normal. « Il traverse une période difficile au travail », me disais-je. « Ça va passer. » Camille aussi avait changé. Ma sœur jumelle, qui me racontait tout, même ses histoires de cœur les plus intimes, était devenue secrète. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle répondait par des phrases courtes, évasives. Bien, rien de spécial. Elle, qui passait tous ses week-ends chez nous, trouvait maintenant des excuses. Je suis fatiguée, j'ai du travail en retard, je dois voir une amie. Le plus troublant, c'était son comportement avec Thomas. Avant, ils se taquinaient comme un frère et une sœur. Maintenant, il y avait une tension bizarre entre eux. Parfois, je les surprenais en grandes conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'arrivais. On parlait du match de Lyon, expliquait Thomas. De mes problèmes au travail, ajoutait Camille. Mais leur regard fuyant me disait autre chose. Julien, lui, était devenu hyper présent. Il passait chez nous presque tous les jours, souvent quand Thomas n'était pas encore rentré du bureau. Il m'aidait avec les devoirs des enfants, réparait des petits trucs dans la maison, restait dîner même quand je ne l'avais pas invité. Au début, j'étais touchée par sa sollicitude. Il se sent seul depuis son divorce, pensais-je. C'est normal qu'il cherche le réconfort de la famille, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa manière d'être avec moi. Il me regardait différemment, avec une intensité que je n'arrivais pas à décoder. Quand Thomas rentrait, Julien changeait complètement d'attitude. Il devenait jovial, blagueur, exactement comme avant. Cette transformation me perturbait sans que je comprenne pourquoi. Un soir de novembre, j'ai remarqué que Thomas avait changé de parfum. Lui qui portait le même eau de toilette depuis des années, arborait maintenant une odeur plus sucrée, plus féminine. Quand je lui ai fait la remarque, il a ri. « Ah ça, c'est Camille qui me l'a offert. » Elle trouvait que mon ancien parfum était « has-been ». Cette explication m'a semblé logique sur le moment, mais quelque chose en moi a tressailli. Les appels téléphoniques de Thomas sont devenus étranges aussi. Il sortait de la pièce pour répondre, prétextant que c'était professionnel et qu'il ne voulait pas nous déranger. Mais parfois, je l'entendais rire d'une manière si intime que ça ne ressemblait pas du tout à une conversation de travail. Une fois, j'ai même cru entendre un « je t'aime » murmurer. Mais quand je lui ai demandé qui c'était, il m'a dit que c'était son associé qui lui annonçait une bonne nouvelle. Camille avait développé la manie de me poser des questions bizarres sur ma relation avec Thomas. « Vous faites encore l'amour régulièrement ?»
Thomas te parle-t-il de ses projets d'avenir? Vous pensez avoir d'autres enfants? Ces questions me mettaient mal à l'aise, mais elle prétendait que c'était de la curiosité de sœur, qu'elle s'inquiétait pour moi depuis qu'elle me voyait un peu tendue. Il y a eu cet épisode troublant au supermarché. J'étais en train de faire mes courses quand j'ai vu Thomas et Julien ensemble près du rayon fromage. Ils ne m'avaient pas vu et je les ai observés quelques instants. Leur complicité était évidente, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Quand Thomas m'a vu et qu'il est venu vers moi, il semblait gêné. On s'est croisés par hasard, a-t-il expliqué. Mais Julien, lui, évitait mon regard. Les enfants aussi commençaient à faire des remarques. Emma, ma fille aînée, m'a dit un jour « Maman, pourquoi papa et tante Camille se disputent tout le temps ?» Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a haussé les épaules. Ils parlent fort dans la cuisine, mais dès que j'arrive, ils se taisent. Louis, un de mes jumeaux, m'a demandé pourquoi oncle Julien venait si souvent à la maison. Avant, il venait juste pour les fêtes. Maintenant, il est là tout le temps. Mon instinct de femme hurlait que quelque chose n'allait pas, mais ma raison trouvait des explications à tout. Le stress du travail pour Thomas, la solitude post-rupture pour Julien, une période difficile au travail pour Camille, qui était infirmière en service de réanimation. Je me forçais à croire ces explications parce que l'alternative était impensable. J'ai commencé à avoir des insomnies. Je me réveillais la nuit avec une boule dans l'estomac, sans raison apparente. Je regardais Thomas dormir et je me demandais s'il rêvait de moi ou de quelqu'un d'autre. Ces pensées me culpabilisaient. Comment pouvais-je douter de l'homme que j'aimais depuis 20 ans? Comment pouvais-je soupçonner ma sœur jumelle et mon cousin de quoi que ce soit de louche? La goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai trouvé un cheveu long et roux sur l'oreiller de Thomas. Camille avait les cheveux longs et roux. Quand je le lui ai montré, il m'a dit que Camille s'était reposée sur notre lit l'après-midi pendant qu'elle gardait les enfants. Elle avait mal à la tête, alors je lui ai dit de s'allonger un peu. Cette explication était plausible, mais ce cheveu sur l'oreiller de mon Marie m'a fait l'effet d'une gifle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à observer vraiment. Je suis devenue attentive aux moindres détails, aux regards échangés, au silence qui s'installait quand j'entrais dans une pièce. Et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Il y avait des signes partout, les sourires complices entre Thomas et Camille, les messages qu'ils s'envoyaient constamment, la façon dont Julien regardait Thomas quand il pensait que personne ne le voyait. Mon monde parfait était en train de s'effriter, et je le sentais sans pouvoir l'arrêter. J'étais comme un spectateur impuissant de ma propre vie qui partait en vrille. Mais le pire, c'était ce pressentiment que la vérité allait être 1000 fois plus terrible que tout ce que je pouvais imaginer. Et malheureusement, j'avais raison. Le 24 décembre au soir restera gravé dans ma mémoire comme le jour où ma vie s'est arrêtée de tourner. Nous recevions toute la famille pour le réveillon de Noël. J'avais passé des jours à préparer cette soirée. Le menu, les décorations, les cadeaux pour chacun. Je voulais que tout soit parfait, comme toujours. La maison était pleine de vie. Mes parents, mes beaux-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, nous étions 23 à table. Les enfants couraient partout, en attendant l'ouverture des cadeaux. Les adultes sirotaient du champagne en papotant. L'ambiance était joyeuse, chaleureuse, exactement comme je l'avais imaginé. Thomas était au fourneau avec mon père, préparant le chapon farci. Camille m'aidait à servir l'apéritif. Julien amusait les enfants avec ses tours de magie. Tout semblait normal, presque trop normal maintenant que j'y repense. Comme si chacun surjouait son rôle pour donner le change. Vers 22 heures, au moment de passer à table, j'ai réalisé que j'avais oublié les serviettes en tissu dans l'armoire de ma chambre. Je suis montée les chercher discrètement pour ne pas interrompre la conversation générale qui battait son plein en bas. En arrivant sur le palier, j'ai entendu des voix qui venèrent de la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte et j'ai reconnu la voix de Thomas. « Il faut qu'on lui dise bientôt », disait-il. Je ne supporte plus de lui mentir. Une voix de femme lui a répondu « Pas ce soir, Thomas. Pas devant tout le monde. Ça la détruirait. » C'était Camille. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais peur qu'il l'entende. J'ai retenu ma respiration et je me suis approchée davantage. « Et Julien ?» a murmuré Thomas. « Il devient de plus en plus possessif. Hier, il m'a dit qu'il ne supportait plus de te partager avec Sophie. » Camille a soupiré. « Julien doit comprendre que c'est compliqué. Sophie est ma sœur jumelle. Je ne peux pas la quitter du jour au lendemain sans explication. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Partager avec moi ?
Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai poussé doucement la porte et ce que j'ai vu m'a anéanti. Thomas et Camille s'embrassaient passionnément, enlacés contre le mur. Mais ce n'était pas tout. Julien était là aussi, assis sur le lit, et il regardait la scène avec un sourire satisfait. « Venez là, tous les deux », a-t-il dit d'une voix rauque. On n'a pas beaucoup de temps avant qu'elle ne monte. Thomas et Camille se sont tournés vers lui, et j'ai vu Thomas tendre la main à Julien avec une tendresse que je ne lui connaissais pas. Julien s'est levé et les a rejoints, et ils se sont embrassés tous les trois. J'ai failli m'évanouir sur place. Mon mari depuis 15 ans, ma sœur jumelle et mon cousin étaient en train de... Je n'arrivais même pas à formuler la pensée. Comment était-ce possible? Depuis quand? Comment avais-je pu être à ce point aveugle? Sophie va bien finir par s'en douter, a murmuré Julien en caressant le visage de Thomas. Elle nous regarde bizarrement depuis quelques semaines. Camille a hoché la tête. Je sais. Hier, elle m'a posé des questions sur ma vie amoureuse. Elle sent que quelque chose lui échappe. Thomas a soupiré. Peut-être qu'on devrait tout lui dire. Elle a le droit de savoir. Savoir quoi exactement? Ai-je dit en poussant la porte. Les trois se sont figés comme des statues. Camille est devenue blanche comme un linge. Thomas a fermé les yeux, comme s'il espérait que j'allais disparaître. Julien, lui, a eu le culot de me sourire. « Salut, Sophie. On peut tout expliquer. »« M'expliquer quoi ?» ai-je répété, la voix tremblante de rage et de chagrin. « Que mon mari me trompe avec ma propre sœur? Que mon cousin couche avec mon mari? Que vous vous foutez de moi depuis combien de temps ?» Les mots sortèrent de ma bouche comme des couteaux. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Thomas s'est avancé vers moi, les mains tendues. « Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai reculé, comme s'il était radioactif. « Ah bon? Et c'est quoi alors? Un jeu? Une blague? Une expérience artistique ?» Ma voix montait dangereusement et j'espérais que le bruit de la fête en bas couvrirait nos éclats. Camille s'est mise à pleurer. « Sophie, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. On voulait te le dire en douceur. » J'ai explosé. « En douceur? Tu couches avec mon mari et tu voulais me l'annoncer. En douceur? Et toi, Julien? Tu as quelque chose à dire pour ta défense? » Julien a haussé les épaules avec une désinvolture qui m'a révoltée. « Sophie, on s'aime tous les trois. C'est rare, c'est beau, c'est unique. On ne voulait pas te faire de mal, mais on ne peut pas nier nos sentiments. » J'ai eu envie de le gifler tellement fort qu'il aurait traversé le mur. « Depuis quand ?» ai-je demandé, la voix brisée. « Depuis quand est-ce que vous me mentez? Depuis quand est-ce que vous détruisez ma vie en souriant ?» Thomas a baissé la tête. Ça a commencé il y a 8 mois. Au début, c'était juste Camille et moi, et puis Julien nous a surpris un jour et... Il n'a pas fini sa phrase, mais j'avais compris. 8 mois. 8 mois qu'il me mentait en face. 8 mois qu'il riait de moi dans mon dos. 8 mois que je me disais que j'avais la famille la plus unie du monde. J'étais pathétique. J'étais ridicule. J'étais la dernière à savoir que ma propre vie était un mensonge. « Et les enfants ?» ai-je murmuré. « Vous y avez pensé aux enfants? Emma qui vous adore tous, Louis et Léa qui voient en vous leur modèle ?» Camille a sangloté de plus belle. « On les aime, Sophie. On ne voulait pas leur faire de mal non plus. » J'ai ricané amèrement. « Bien sûr, vous ne vouliez faire de mal à personne. Quelle noblesse d'âme !» En bas, j'entendais ma mère qui commençait à s'inquiéter. « Sophie, où es-tu, ma chérie? On va passer à table. » Comment allais-je redescendre? Comment allais-je faire semblant que tout allait bien devant toute ma famille? Comment allais-je regarder mes enfants dans les yeux en sachant que leur monde venait de s'écrouler? « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé. « Que je vous donne ma bénédiction? Que je déménage pour vous laisser la place? Que je fasse comme si mes 15 ans de mariage n'avaient jamais existé ?» Thomas a tenté de me prendre la main, mais je l'ai repoussé violemment. « On va partir tous les trois, » a dit Camille d'une petite voix. « On va aller vivre ailleurs. Tu pourras garder la maison, les enfants. On ne te demandera rien. » J'ai éclaté d'un rire hystérique. « Comme c'est généreux! Vous détruisez ma vie et en plus, vous me faites des cadeaux. » À ce moment-là, Emma est apparue en haut de l'escalier. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries ?» J'ai regardé ma fille de 13 ans, si innocente, si confiante, et j'ai eu envie de mourir. Comment allais-je lui expliquer que son père, sa tante préférée et son oncle rigolo venaient de détruire notre famille? « Rien, ma chérie, » ai-je dit en essuyant mes larmes. « Maman descend tout de suite. » Emma m'a regardée avec inquiétude. Puis, elle a jeté un coup d'œil dans la chambre où Thomas, Camille et Julien
se tenaient comme des enfants pris en faute. Elle a froncé les sourcils, mais elle est redescendue sans rien dire. J'ai regardé les 3 personnes qui avaient été ma famille, mon univers, ma sécurité. « Sortez de ma maison », ai-je murmuré. « Sortez avant que je fasse un scandale devant tout le monde. » Ils ont obéi en silence, comme des fantômes. En quelques minutes, ils avaient ramassé leurs affaires et étaient partis par la porte de derrière. Je suis restée seule dans cette chambre d'amis, entourée par les décombres de ma vie. Dehors, la neige commençait à tomber. Noël était fichu. Ma famille était détruite. Et moi, je ne savais même pas comment j'allais faire pour redescendre et expliquer leur absence soudaine aux invités. Les jours qui ont suivi ce Noël catastrophique ont été les plus sombres de ma vie. J'ai dû inventer une histoire pour expliquer le départ précipité de Thomas, Camille et Julien. Une urgence familiale, ai-je dit à mes parents et beaux-parents. Un problème grave du côté de la famille de Thomas. Les enfants m'ont regardé avec des yeux inquiets, sentant que quelque chose de terrible s'était passé, mais ils n'ont pas osé poser de questions. Emma, ma fille aînée, était la plus perturbée. Elle avait 13 ans, assez grande pour comprendre que les adultes lui mentaient, mais trop jeune pour saisir la complexité de la situation. « Maman, pourquoi papa n'est pas revenu ?» me demandait-elle tous les matins. « Pourquoi tante Camille ne répond plus au téléphone ?» Je bafouillais des réponses évasives, le cœur brisé de voir la confusion dans ses yeux. Louis et Léa, mes jumeaux de 8 ans, ont réagi différemment. Louis s'est mis à faire des cauchemars et réclamait son père en pleurant. Léa, elle, est devenue étrangement silencieuse, comme si elle avait compris instinctivement qu'il fallait protéger maman. Cette maturité forcée chez ma petite fille de 8 ans me brisait le cœur. Pendant 1 semaine, je n'ai eu aucune nouvelle des 3. Puis Thomas m'a envoyé un message. « Il faut qu'on parle, pour les enfants. » Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café neutre, loin de chez nous. Quand je l'ai vu entrer, j'ai eu un choc. Il avait maigri, il avait des cernes énormes, il semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 semaine. « Sophie, » a-t-il commencé, « je sais que tu me détestes, et tu as raison, mais il faut qu'on organise les choses pour les enfants. » J'ai bu mon café en silence, incapable de le regarder dans les yeux. Cet homme que j'avais aimé pendant 20 ans, avec qui j'avais fait 3 enfants, qui avait été mon meilleur ami, mon confident, mon amour. Comment avait-il pu me trahir avec ma propre sœur? Il m'a expliqué qu'ils avaient loué un appartement à Villeurbanne, tous les 3. On essaie de construire quelque chose ensemble, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai eu envie de lui jeter mon café au visage. Quelque chose ensemble? Ai-je répété. Tu appelles ça comment? Un ménage à 3? Une famille recomposée version moderne? Il a rougi. Sophie, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. On s'aime tous les 3. C'est comme ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Ces mots m'ont poignardé en plein cœur. 15 ans de mariage effacés d'un revers de main. Nos 3 enfants qui ne comptaient plus. Moi qui ne pesais plus rien face à leur amour révolutionnaire. Et les enfants? Ai-je demandé. Tu y as pensé aux enfants dans votre belle histoire d'amour? Il m'a dit qu'il voulait les voir, qu'il était leur père et qu'il avait des droits. Des droits? Ai-je explosé. Tu as perdu tous tes droits le jour où tu as couché avec ma sœur dans mon lit. La conversation s'est terminée par un accord minimal. Il pourrait voir les enfants un week-end sur 2, mais pas dans l'appartement qu'il partageait avec Camille et Julien. Je ne veux pas que mes enfants voient ça, ai-je dit. Ils ne comprendraient pas. Il a acquiescé, la tête basse. Camille m'a appelé quelques jours plus tard. Entendre sa voix au téléphone m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Sophie, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on s'explique. J'ai raccroché. Elle a rappelé 10 fois. J'ai fini par décrocher et lui hurler. Il n'y a rien à expliquer. Tu as couché avec mon mari. Tu as détruit ma famille. C'est fini entre nous. Elle pleurait au téléphone. Sophie, tu es ma sœur jumelle. On a grandi ensemble. On s'est tout dit. Tu ne peux pas effacer 25 ans de complicité pour une histoire d'amour. J'ai ricané. Une histoire d'amour? Tu appelles ça une histoire d'amour? Vous êtes 3. Et mon mari fait partie de votre délire. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Julien, lui, a eu l'audace de venir chez moi un soir. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, j'ai cru que j'allais lui sauter à la gorge. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je sifflé entre mes dents. « Sophie, on était proches, toi et moi. On était comme un frère et une sœur. Tu peux comprendre. » Je lui ai claqué la porte au nez. Les semaines ont passé et je sombrais de plus en plus.
Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne supportais plus le regard des gens. Au supermarché, chez le boulanger, à l'école des enfants, j'avais l'impression que tout le monde savait. Les murmures, les regards en coin, les conversations qui s'arrêtaient quand j'arrivais. Lyon est une grande ville, mais dans notre quartier, tout se sait. Ma mère a essayé de me soutenir, mais elle aussi était bouleversée. Camille était sa fille autant que moi. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé », répétait-elle. « Vous étiez si unis toutes les deux. » Mon père, lui, était furieux contre Thomas. « Ce salaud a détruit ma fille », disait-il. « S'il se pointe ici, je le tue. » Le plus dur, c'étaient les enfants. Emma avait compris que papa ne reviendrait pas vivre avec nous. Elle était devenue agressive, se disputait avec ses camarades de classe, avait des notes catastrophiques. Les jumeaux, eux, s'accrochaient à moi comme des bouées. Ils ne voulaient plus que je sorte, même pour aller travailler. « Et si tu ne reviens pas, maman ?» demandait Léa. J'ai dû prendre un congé maladie. Le matin, je n'arrivais plus à me lever. Je restais des heures dans mon lit, à fixer le plafond, à me demander comment j'avais pu être aussi naïve. Comment j'avais pu ne rien voir venir. Comment j'avais pu faire confiance à des gens qui me détruisaient en souriant. C'est ma mère qui m'a sauvée. Un matin, elle est arrivée chez moi avec mes 3 enfants qui partaient à l'école. Et elle m'a trouvée encore en pyjama à 11 heures. « Sophie, ça suffit », m'a-t-elle dit fermement. « Tes enfants ont besoin de leur mère. Tu ne peux pas te laisser mourir comme ça. » Elle m'a traînée sous la douche, m'a habillée de force et m'a emmenée voir un psychologue. La première séance de thérapie a été un calvaire. Raconter l'histoire à une inconnue, entendre mes propres mots décrire cette trahison. J'ai pleuré pendant 1 heure entière. Mais le psychologue, Dr Martin, était un homme doux et patient. « Sophie, m'a-t-il dit, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Vous êtes victime d'une triple trahison. C'est énorme. Autorisez-vous à souffrir. » Petit à petit, séance après séance, j'ai commencé à comprendre des choses. Que je n'étais pas folle d'avoir fait confiance. Que l'amour ne rend pas aveugle, il rend confiant. Et que la confiance, quand elle est trahie, fait plus mal que tout. Mais aussi que je pouvais survivre à ça. Que j'étais plus forte que je ne le pensais. J'ai repris le travail au bout de 2 mois. Mes collègues étaient adorables. Ils m'ont entourée sans poser de questions indiscrètes. Enseigner me faisait du bien. Ça m'obligeait à me concentrer sur autre chose que ma douleur. Mes élèves, inconsciemment, m'ont aidé à guérir. Leur énergie, leur innocence, leurs questions sur la littérature française, ça me rappelait qu'il y avait encore de la beauté dans le monde. J'ai aussi rejoint un groupe de parole pour femmes trompées. Entendre d'autres histoires, d'autres trahisons, m'a fait comprendre que je n'étais pas seule. Il y avait Martine, dont le mari était parti avec sa meilleure amie, Claire, qui avait découvert la double vie de son conjoint, Isabelle, dont le mari la trompait avec des prostituées depuis des années. Chacune avait sa croix, mais toutes avaient survécu. C'est dans ce groupe que j'ai appris à ne plus avoir honte. Honte d'avoir été trompée, honte de ne pas avoir vu venir, honte d'être une femme abandonnée. La honte doit changer de camp, nous répétait l'animatrice du groupe. Vous n'avez rien fait de mal. Ce sont eux les coupables. Lentement, très lentement, j'ai commencé à me reconstruire. D'abord en tant que mère. Mes enfants avaient du besoin de moi solide, présente, aimante. J'ai organisé notre nouvelle vie. Des rituels rien qu'à nous, des sorties en famille monoparentales, des moments de complicité. Emma a fini par se confier à moi. « Maman, je suis en colère contre papa », m'a-t-elle dit un soir. « Pourquoi il nous a abandonnés ?» J'ai trouvé les mots justes pour lui expliquer que papa nous aimait toujours, mais qu'il avait fait des choix qui nous faisaient souffrir. Puis j'ai commencé à me reconstruire en tant que femme. J'ai changé de coiffure, j'ai refait ma garde-robe, j'ai repris le sport. Pas pour plaire à quelqu'un, mais pour me sentir bien dans ma peau. Pour me prouver que j'existais encore en dehors de mon statut d'épouse trahie. Le plus difficile a été de pardonner. Pas à eux, mais à moi-même. De me pardonner d'avoir été naïve, d'avoir fait confiance, d'avoir aimé des gens qui ne le méritaient pas. Le pardon, m'a dit le docteur Martin, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, pas à ceux qui nous ont fait du mal. 2 ans après cette nuit de Noël catastrophique, j'ai enfin commencé à respirer de nouveau. Les enfants allaient mieux. Ils s'étaient habitués à notre nouvelle vie. Emma était entrée au lycée et avait retrouvé confiance en elle. Les jumeaux, maintenant âgés de 10 ans, étaient épanouis et souriants. Nous formions une famille différente, mais une vraie famille.
Thomas voyait les enfants régulièrement, mais nos rapports restaient glaciaux. Il avait essayé plusieurs fois de me parler de notre situation, comme il disait, mais je refusais toute discussion qui ne concernait pas directement les enfants. « Sophie, je voudrais qu'on puisse être amis », m'avait-il dit un jour. « Amis ?» avais-je répondu. « Thomas, tu as détruit ma vie. On ne peut pas être amis. » Camille et Julien, je ne les avais plus revus depuis cette nuit terrible. J'avais appris par ma mère qu'ils vivaient toujours tous les trois dans leur appartement de Villeurbanne. « Ça ne peut pas durer », disait maman. « Ce n'est pas naturel ces histoires-là. » Moi, je m'en fichais. Qu'ils vivent comme ils voulaient, du moment qu'ils restaient loin de nous. C'est au supermarché que j'ai rencontré Philippe. Bête rencontre. Nous nous sommes percutés au rayon fruits et légumes et ses pommes ont roulé partout. Nous avons ri en les ramassant ensemble et il m'a dit « Bon, maintenant que j'ai détruit vos courses, je vous dois bien un café. » J'ai refusé poliment, mais il a insisté avec un sourire si charmant que j'ai fini par accepter. Philippe était kinésithérapeute. Il avait 42 ans et était divorcé depuis 5 ans. Père de 2 adolescents qu'il voyait un week-end sur 2, il comprenait les défis de la famille recomposée. Notre premier café s'est transformé en longue conversation et j'ai découvert un homme intelligent, drôle et surtout sincère. Au début, j'étais méfiante. Comment faire confiance de nouveau après ce que j'avais vécu? Philippe l'a compris dès notre 2e rendez-vous. « Sophie, je vois dans tes yeux que tu as été blessée. Je ne sais pas par qui ni comment, mais je veux que tu saches que je ne suis pas pressée. On va y aller à ton rythme. » Cette patience m'a touchée plus que tous les compliments du monde. Nous nous sommes fréquentés pendant 6 mois avant que je lui raconte ma véritable histoire. Un soir, après un dîner particulièrement agréable, je me suis lancée. « Philippe, il faut que je te dise quelque chose. Tu vas peut-être partir en courant, mais tu as le droit de savoir. » Et je lui ai tout raconté. La trahison de Thomas, de Camille, de Julien. Cette nuit de Noël qui avait détruit ma famille. Il m'a écouté en silence, sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai terminé, il a pris mes mains dans les siennes. « Sophie, je suis désolée que tu aies vécu ça. C'est terrible, inhumain. Mais tu sais ce que je vois en te regardant. Je vois une femme courageuse qui a survécu à l'impensable et qui a reconstruit sa vie. Tu m'impressionnes. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai eu envie de faire l'amour. Notre relation s'est approfondie lentement, naturellement. Philippe n'essayait pas de remplacer Thomas dans la vie des enfants, il trouvait sa propre place. Emma l'adorait parce qu'il l'écoutait parler de ses problèmes d'adolescente sans la juger. Les jumeaux aimaient ses blagues de papa et sa gentillesse naturelle. « Maman, » m'a dit Léa un jour, « Philippe, il te rend heureuse, ça se voit à tes yeux. » J'ai présenté Philippe à mes parents au bout d'1 an de relation. Ma mère l'a adopté immédiatement. « Enfin un homme bien » m'a-t-elle glissé à l'oreille. Mon père, plus méfiant au début, a fini par apprécier sa simplicité et son honnêteté. « Celui-là, il ne te fera pas de coup fourré » m'a-t-il dit. Venant de papa, c'était un énorme compliment. Nous avons emménagé ensemble au bout de 2 ans. Philippe a vendu son appartement et est venu s'installer chez nous avec ses affaires et sa collection de vinyles des années 80. Les enfants étaient ravis d'avoir de nouveau une figure masculine stable à la maison. « On a enfin une vraie famille », a dit Louis un soir au dîner. Mais notre bonheur a été perturbé par une visite inattendue. Un samedi matin, on a sonné à la porte. Philippe est allé ouvrir et est revenu avec une expression bizarre. « Sophie, il y a quelqu'un pour toi. Ta sœur. » Mon sang s'est glacé. Camille était là, sur le pas de ma porte, plus maigre qu'avant, les cheveux coupés courts, l'air fatigué. « Sophie, il faut qu'on parle, » a-t-elle dit. « Je sais que tu ne veux plus me voir, mais c'est important. » J'ai hésité, puis j'ai accepté de sortir avec elle sur la terrasse. Philippe a emmené les enfants au parc pour nous laisser tranquilles. « Qu'est-ce que tu veux, Camille ?» ai-je demandé froidement. Elle m'a raconté que leur relation à 3 était en train de se déliter. Thomas et Julien sont jaloux l'un de l'autre. Ils se disputent sans arrêt pour mon attention. Je suis épuisée, Sophie. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai aimé. Elle pleurait. J'ai tout gâché pour quelque chose qui ne marche même pas. Tu veux quoi de moi? Ai-je demandé. Que je te console. Que je te dise que tout va bien se passer? Tu as fait ton choix, Camille. Assume-le. Elle a secoué la tête. Je veux juste que tu me pardonnes. Tu es ma sœur jumelle. On a vécu 9 mois ensemble dans le ventre de maman. Tu ne peux pas m'effacer de ta vie. J'ai regardé cette femme qui avait mon visage, qui avait grandi avec moi, qui connaissait tous mes secrets d'enfance. Camille,
ai-je dit doucement. Je ne te hais plus, mais je ne peux plus te faire confiance. Tu as cassé quelque chose entre nous qui ne se réparera jamais. Elle a acquiescé en pleurant, m'a embrassé sur la joue et est repartie. Je ne l'ai plus revue. Quelques mois plus tard, c'est Thomas qui m'a annoncé que Camille était partie vivre en Suisse. Elle a trouvé un travail d'infirmière à Genève. Elle voulait recommencer à zéro. Julien, lui, était retourné vivre chez sa mère après une dépression nerveuse. « Et nous deux ?» ai-je demandé à Thomas. « Il n'y a pas de nous deux », a-t-il répondu tristement. « Il n'y en a plus depuis cette nuit de Noël. » C'est étrange, mais cette conversation avec Thomas m'a libéré définitivement. Je réalisais que je n'éprouvais plus rien pour lui. Plus de colère, plus de tristesse, plus d'amour non plus. Il était devenu un étranger qui se trouvait être le père de mes enfants. « Thomas, lui ai-je dit, je te souhaite d'être heureux, mais sans moi et loin de nous. » Philippe m'a demandé en mariage un soir de printemps, dans notre jardin, devant les enfants. Il n'avait pas de bague, pas de discours préparé, juste l'envie de m'épouser. « Sophie, veux-tu devenir ma femme ?» a-t-il dit simplement. J'ai dit oui sans hésiter. Les enfants ont applaudi et Léa a crié « Enfin, on va avoir un vrai papa !» Notre mariage a été simple et joyeux. Mes parents, ses parents, nos enfants, quelques amis proches. J'avais choisi une robe bleu marine parce que le blanc ne me correspondait plus. Je n'étais plus la jeune mariée innocente de mes 22 ans. J'étais une femme qui avait traversé l'enfer et qui choisissait l'amour en connaissance de cause. Philippe a adopté officiellement mes 3 enfants l'année suivante. On est vraiment une famille maintenant, a dit Emma le jour où nous avons signé les papiers. Thomas n'a pas contesté. Il savait qu'il avait perdu le droit d'être leur père le jour où il avait choisi de nous quitter. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit de Noël qui a tout changé, je peux dire que je suis heureuse. Pas de la même manière qu'avant, mais d'un bonheur plus solide, plus conscient. J'ai appris que l'amour sans respect ne vaut rien, que la famille, ce n'est pas forcément le sang, mais les gens qui choisissent de rester quand tout s'effondre. Philippe et moi avons eu un enfant ensemble, une petite Margot qui a maintenant 2 ans. Voir mes grands-enfants s'occuper de leur petite sœur me remplit de joie. Nous avons créé quelque chose de beau à partir de nos blessures respectives. Une famille recomposée, certes, mais une vraie famille. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis parfois que cette trahison a été le pire et le meilleur événement de ma vie. Le pire, évidemment, parce que la douleur a été incommensurable. Découvrir que les 3 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde me mentaient depuis des mois, ça vous change à jamais. Mais le meilleur aussi, paradoxalement, parce que ça m'a obligée à me découvrir, à puiser dans des ressources que j'ignorais posséder. La femme que j'étais avant, Sophie l'épouse parfaite, Sophie la sœur aimante, Sophie qui faisait plaisir à tout le monde. Cette femme-là est morte cette nuit de Noël, et je ne la regrette pas. À sa place est née une femme plus forte, plus indépendante, plus authentique. Une femme qui sait ce qu'elle vaut et qui ne laisse plus personne la traiter avec irrespect. Mes enfants ont grandi avec cette nouvelle version de leur mère, et je pense que c'est bénéfique pour eux. Emma, maintenant âgée de 18 ans, me dit souvent « Maman, tu m'as appris qu'on peut survivre à tout et renaître plus fort. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait. » Louis et Léa, mes jumeaux de 13 ans, ont une vision très saine des relations amoureuses. Ils savent que l'amour, c'est le respect mutuel, la fidélité, la sincérité. Philippe m'a aidé à comprendre que tous les hommes ne sont pas des Thomas. Il y a des êtres humains honnêtes, loyaux, capables d'aimer sans trahir. Notre couple fonctionne parce que nous nous sommes trouvés avec nos cicatrices, nos peurs et nos espoirs. Nous ne nous sommes pas mentis sur ce que nous étions. Cette authenticité est la base de notre bonheur. Je pense souvent aux femmes qui vivent ce que j'ai vécu. La trahison dans un couple, c'est déjà terrible, mais quand elle implique la famille, c'est un séisme qui détruit tout. Je reçois parfois des messages de femmes qui me racontent des histoires similaires. Des maris qui partent avec la belle-sœur, des frères qui couchent avec l'épouse, des meilleurs amis qui deviennent des rivales. La cruauté humaine n'a pas de limite. À toutes ces femmes, je veux dire, vous survivrez. Je sais que c'est difficile à croire quand on a l'impression que sa vie vient d'exploser, mais c'est vrai. La trahison ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous allez vous relever. Et vous allez vous relever parce que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Le pardon, c'est un sujet compliqué. Les gens me demandent souvent si j'ai pardonné à Thomas, à Camille, à Julien. La réponse est oui et non. Oui, dans le sens où je ne leur en veux plus.
La colère, c'est un poison qu'on boit en espérant que l'autre va mourir. J'ai arrêté de boire ce poison. Mais non, dans le sens où pardonner ne signifie pas oublier ou accepter de reprendre la relation comme avant. Il y a des trahisons qui ne se pardonnent pas parce qu'elles touchent au sacré. La confiance d'un enfant envers ses parents, la fidélité entre époux, la loyauté entre frères et sœurs. Quand ces liens sont brisés, ils peuvent cicatriser, mais ils ne retrouvent jamais leur forme originelle. Et c'est normal. Il faut accepter que certaines relations soient finies à jamais. Thomas continue de voir nos enfants, mais nos rapports sont purement fonctionnels. Il s'est installé seul dans un studio après l'échec de sa relation à 3. Il semble avoir compris l'énormité de ce qu'il a fait, mais c'est trop tard. Les enfants le respectent parce que c'est leur père biologique, mais c'est Philippe qu'ils considèrent comme leur vrai papa. Philippe qui les aide à faire leurs devoirs, qui les conduit à leurs activités, qui les console quand ils ont du chagrin. Camille vit toujours en Suisse. Elle m'envoie une carte de vœux chaque année avec un petit mot. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. Je ne réponds jamais, mais je ne jette pas les cartes non plus. C'est ma façon de lui montrer que je ne la hais plus, sans pour autant lui ouvrir de nouveau ma porte. Julien a eu une dépression sévère après l'échec de leur relation à 3. Il a été hospitalisé, a suivi une thérapie et vit maintenant une vie plus simple avec une compagne de son âge. Il ne cherche plus à me contacter et c'est mieux ainsi. Notre relation d'enfance appartient au passé. Ma petite Margot grandit dans une famille aimante et stable. Elle ne connaîtra jamais la version naïve de sa maman, seulement la version forte et lucide. C'est tant mieux. Je veux qu'elle grandisse en sachant qu'une femme peut être douce et ferme à la fois, aimante et intraitable sur le respect qu'on lui doit. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est la différence entre l'amour et l'attachement. J'étais attachée à ma vie d'avant, à l'image de la famille parfaite, au confort de la routine. Mais était-ce vraiment de l'amour ? L'amour véritable, c'est ce que je vis avec Philippe. C'est choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. C'est la confiance qui se construit au quotidien, pas celle qui se donne aveuglément. Je conseille à toutes les femmes de ne jamais perdre leur identité dans leur couple. J'avais fait cette erreur avec Thomas. J'étais devenue la femme de Thomas, au lieu de rester Sophie. Avec Philippe, je suis Sophie qui vit avec Philippe. Nuance énorme. Je garde mes amis, mes loisirs, mes projets personnels. L'amour ne doit jamais être une prison dorée. Mes parents ont mis du temps à comprendre ma décision de ne plus voir Camille. « C'est ta sœur jumelle », répétait ma mère. « Vous étiez si proches. » Mais ils ont fini par accepter que certaines blessures ne guérissent pas. Ma mère me dit maintenant « Tu as eu raison de protéger ta famille. Camille a fait son choix. Tu as fait le tien. » Le plus beau dans tout ça, c'est de voir mes enfants évoluer dans un environnement sain. Ils ont appris très jeunes que l'amour sans respect n'existe pas, qu'on peut survivre aux pires épreuves, que la famille, ce ne sont pas forcément les liens du sang, mais les gens qui choisissent de rester près de vous dans la tempête. Emma veut devenir psychologue. Je veux aider les gens à surmonter leur traumatisme, comme toi tu as surmonté le tien, me dit-elle. Louis s'intéresse au droit familial. Je veux défendre les femmes et les enfants victimes de violences psychologiques, explique-t-il. Léa, elle, veut être institutrice pour apprendre aux enfants à avoir confiance en eux. Mes enfants sont devenus des êtres humains conscients et empathiques grâce à ce que nous avons traversé ensemble. Philippe et moi parlons parfois de nous remarier religieusement. Pas pour effacer le passé, mais pour célébrer ce que nous avons construit ensemble. Un amour mature, conscient, choisi en toute connaissance de cause. Un amour qui n'a pas peur des tempêtes parce qu'il s'est construit sur la vérité. Si je devais donner un conseil aux femmes qui me lisent, ce serait celui-ci. Ne restez jamais avec quelqu'un par peur de la solitude. La solitude, c'est parfois le prix à payer pour retrouver sa dignité. Et une fois qu'on a retrouvé sa dignité, on attire naturellement des gens qui nous respectent. Philippe est arrivé dans ma vie quand j'avais fini de pleurer Thomas. Coïncidence ? Je ne crois pas. La vie m'a appris que nous avons tous plusieurs vies dans une seule existence. Ma première vie s'est terminée cette nuit de Noël il y a 5 ans. Ma deuxième vie a commencé le jour où j'ai décidé de me battre pour mes enfants et pour moi. Et cette deuxième vie est 1000 fois plus belle que la première parce qu'elle est construite sur la vérité, pas sur les illusions. Aujourd'hui, quand je me réveille le matin à côté de Philippe, quand j'entends le rire de mes enfants dans la maison, quand je vois le sourire de ma petite Margot, je me dis que j'ai eu de la chance. Oui, de la chance.
Pas d'avoir été trahi, bien sûr, mais d'avoir survécu à cette trahison et d'avoir découvert de quoi j'étais capable. Cette histoire, je la raconte pour toutes les femmes qui pensent que leur vie est finie parce qu'elles ont été trahies. Votre vie n'est pas finie. Elle fait juste une pause le temps que vous repreniez des forces. Et quand vous vous relèverez, vous serez plus forte, plus sage, plus authentique. La trahison fait mal, mais elle peut aussi révéler le meilleur de nous-mêmes. À vous qui m'avez écouté jusqu'au bout, merci. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à traverser l'épreuve de la trahison avec plus de sérénité, alors elle aura servi à quelque chose. N'hésitez pas à partager votre propre histoire dans les commentaires si le cœur vous en dit. Nous sommes plus forts ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces témoignages vous touchent. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour des violences psychologiques et aider d'autres personnes à s'en sortir. Merci d'avoir été là, merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau témoignage.